Je vais commencer par dire bravo pour l'équipe intégrée, avec forte coalition autour de l'organisation. On a travaillé ensemble pour essayer d'aborder et de promouvoir la diversité des approches possibles quand on s'intéresse au trou de la personnalité. Probablement un des champs dans lesquels il reste tellement de choses à faire, et c'est ça qui le rend vraiment passionnant. Alors oui, désolé, je vais devoir rester debout parce que sinon j'ai un petit peu tendance à m'endormir et c'est un petit peu gênant pour vous parce qu'après c'est vous qui allez vous endormir. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est effectivement d'aborder ces approches génétiques et épigénétiques dans les troubles de la personnalité. Non pas tellement de donner des chiffres clés qui vont changer l'humanité, mais plus de changer d'angle dans la perception de ce qui est en jeu. Et finalement, c'est probablement ce qui est le plus intéressant dans la recherche sur les troubles de la personnalité, c'est arriver à donner du sens. On l'a dit très bien, je trouve, dans l'introduction. On gère ça tous les jours. Qu'est-ce qu'on en fait en dehors d'un filtre qui rend les choses un peu plus compliquées avec les patients dans les relations? C'est ça que je voudrais vraiment revoir avec vous. Alors, je suis désolé, on va commencer par 2 diapos douloureuses. Après, tout le reste, ça va être cool. Mais là, il faut que vous teniez. C'est juste 2 diapos, c'est un tout petit peu de rappel. Sans ça, après, vous allez perdre un peu d'intérêt de la présentation. Alors, la première, c'est les rappels de base sur les aspects génétiques. Donc, vous avez tous cette idée que la génétique, c'est les gros chromosomes. C'est faux. Les chromosomes, en fait, vous les voyez qu'au moment où l'ADN a besoin de se recompacter pour refaire de la cellule mère 2 cellules filles. Et donc, c'est une vision de l'esprit. La réalité, c'est que c'est un long fil d'ADN, 3 milliards d'acides nucléotidiques, ACCG, il n'y en a pas 50 000, et qui permettent d'avoir un alphabet de 4 lettres, pas terrible, par contre sur 3 milliards, donc ça fait des longues phrases. Elles se divisent en quelques unités qui ont la particularité de faire une protéine ou un enzyme. Ça ne sait rien faire d'autre, les gènes. On a 22 000 gènes à peu près sur notre génome, sur 3 milliards d'acides nucléotidiques. Ça fait beaucoup de chiffres et autres, mais finalement, vous voyez, la base, elle est toute simple. Et là-dedans, il va falloir qu'on soit capable de créer un être aussi compliqué qui peut même avoir un trouble de la personnalité. Dans cette organisation-là, il ne faut pas oublier que les gènes ne savent rien faire d'autre que des petites fabriques, qui sont les acides aminés qui vont ensemble arriver à faire une enzyme ou une protéine. Et donc, comment expliquer qu'un petit variant d'une des lettres va changer une protéine pour aller jusqu'à quelque chose d'aussi compliqué qu'une personnalité organisée ou un trouble de la personnalité? C'est là le challenge. Et comme quand on parle de trouble de la personnalité, c'est compliqué de le décrocher de l'histoire de vie du sujet. Ce sont des aspects développementaux, ça se construit une personnalité. Là-dedans, où est l'environnement? 0. Ça ne va pas trop. Oui, mais en même temps, si un environnement a lieu, il a lieu sur ça, c'est-à-dire la génétique. Donc comment cette interface se fait? Bienvenue dans l'univers de l'épigénétique, qui ne consiste qu'à moduler cet environnement extraordinairement précis et mécanistique que représente l'ADN. Je vous l'ai dit, 4 acides nucléotidiques, 3 milliards qui se suivent les uns des autres. Il se trouve que quand vous avez une cytosine à côté d'une guanine, ça fait ce qu'on appelle des îlots CPG. Ça, c'est ce nom un peu barbare que vous avez peut-être vu dans les articles, mais qui correspond du coup à quelque chose qui a la capacité à attraper un radical méthyle, un carbone, 3 hydrogènes. On ne peut pas faire plus simple. Par contre, c'est volumineux. Le carbone est lourd, l'hydrogène prend de la place autour. Et donc, comme il va s'accrocher, si jamais c'est le cas, par ce îlot CPG en méthylation, il va rendre l'ADN localement un peu moins disponible. Parce qu'en fait, il est bloqué par le gros pougnaf qu'il y a au-dessus. Et ça, le pougnaf, c'est gênant pour les Taq polymérases, qui sont ces enzymes qui permettent de séparer les 2 ADN, les 2 brins d'ADN. C'est la déhybridation de l'ADN, qui va ensuite permettre le fait de transcrire cet ADN en ARN et cet ARN en protéines, comme vous l'avez appris en sciences nat. Et là où la beauté du jeu commence, c'est que cette méthylation, elle est le reflet de l'environnement. Ce que vous allez rencontrer dans votre vie va modifier l'exposition à la méthylation dans cette région du génome. Ça, c'est la beauté. Maintenant, il y a le côté beaucoup plus compliqué, c'est le fait que ces radicaux méthyles, ils peuvent se fixer sur en moyenne entre 10 et 10 000 parties d'un seul gène, et donc sur des millions et des millions de ces acides nucléotidiques sur l'ensemble du génome. Donc on comprend au jour d'aujourd'hui, 60% de ce qui se passe au niveau génétique et 1% de ce qui se passe au niveau épigénétique. Parce que ce sont des études qui sont extraordinairement compliquées pour une bonne raison. Quand je parle de l'environnement, ce n'est pas l'environnement de vie. C'est bien sûr l'environnement de vie, mais c'est un environnement qui se vit au niveau moléculaire dans la cellule, pour chacune des cellules. Et chacune de nos cellules n'a pas le même niveau d'exposition aux différents facteurs. Et là, on rentre dans la génétique tissulaire, qui n'est plus la génétique générale. Quand vous faites des variants génétiques, vous avez besoin d'une goutte de sang, on prend les lymphocytes parce qu'ils sont nucléés, et on va regarder juste les variants sur l'ensemble du génome. C'est extraordinairement facile. Quand vous faites ça en épigénétique, normalement,
Il faut travailler là où ça intéresse. Et pour nous tous ici, c'est plutôt le cerveau. Et le cerveau, les patients ont un peu de mal à le donner, même avec un consentement éclairé. Et donc, ce n'est pas possible au niveau des dons d'organes, parce qu'en général, on n'y arrive pas. Et donc, nos patients n'ont pas encore, en dehors de McGill au Canada, qui a d'ailleurs révolutionné les études épigénétiques, peu d'accès au matériel veut dire les choses plus compliquées. On est obligé de faire des gradients de proximité entre lymphocytes et neurones, ce qui est un peu compliqué. Je vais terminer. La première diapo, je vais dire un tout petit peu lourde, mais sur cet aspect de brin d'ADN avec des méthylations qui vont varier sur la régulation épigénétique de notre génome, ça, c'est au niveau très moléculaire. Mais il y a aussi des régulations par méthylation qui sont plus régionales. Et ça, c'est les grosses boules d'histones sur lesquelles s'enroule le filament d'ADN, qui ont des longues queues, ça s'appelle les queues d'histones, qui peuvent aller au strie et être méthylées, qui va donc effectivement gêner aussi la débridation, la méthylation et la transcription de cet ADN. Mais là, du coup, ces modifications-là, elles deviennent régionales et plus locales. Et donc, s'il y a 8 gènes qui sont enrôlés autour de l'histone, tous ces gènes-là vont être du coup modifiés dans leur accès pour pouvoir faire fabriquer des protéines. Donc, on a des régulations locales puis régionales. Et le régional, quand vous déroulez l'ADN, vous ne le voyez pas. Donc, vous voyez qu'il y a un certain nombre de complexités un peu à gérer. La deuxième diapo de ce registre-là, c'est celle-là, qui est un concept que vous connaissez peut-être, qui est le pléiotropisme, avoir plusieurs formes différentes, et qui est essentiel pour moi parce que je trouve que c'est probablement là qu'est la possible réconciliation avec la génétique, que souvent les gens ont un peu de tendance à dire « Ouh, tout ça, c'est des conneries ». Ça, c'est un simple déficit en phosphofructokinase, une enzyme qui sert en fait à organiser les membranes des globules rouges pour qu'ils soient bien souples. Vous savez que les hématies, les globules rouges, c'est celles qui nous amènent l'oxygène dans l'ensemble des tissus. Et dans nos microcapillaires, pour aller au maximum près des cellules qui ont besoin d'oxygène, eh bien, nos petites globules rouges sont extraordinairement friables, malaxables et donc particulièrement souples. Quand vous perdez cette souplesse-là, elle se casse. Et comme on a besoin d'aller dans les microvascularisation de l'ensemble du corps, eh bien, on va avoir beaucoup de globules rouges qui vont se casser. Qu'est-ce que ça va provoquer ? Ça va provoquer une anémie. Vous perdez vos globules rouges. L'anémie, c'est quoi ? D'abord, vous êtes fatigué. Ensuite, vous êtes pâle, voire jaune, à force d'avoir cette hémoglobine qui va s'emmagasiner. Pour éliminer tous ces globules rouges cachés, c'est la rate. C'est son job, elle filtre le sang et vous allez avoir une très grosse rate. Et quand vous regardez les yeux des gens, ils sont jaunes. Comment voulez-vous comprendre que vous avez une seule cause, un gros bide, des yeux jaunes et une fatigue? C'est incompréhensible. Ce sont 3 symptômes qu'on ne peut pas relier, sauf avoir l'esprit tordu de se dire tout ça est lié à une anomalie d'une enzyme qui participe à la structure de la membrane des globules rouges. La psychiatrie, bienvenue au club, ce n'est que ça. La personnalité psychopathique, ça n'a rien à voir avec les personnalités borderline. Ou pas. Et pour le moment, ça nous paraît intuitivement extrêmement différent, mais en fait, on ne peut pas le savoir. Le pléiotropisme permet de comprendre que dans les tissus différents, le retentissement peut être différent. Et tant qu'on n'a pas les causes, on peut toujours élaborer, on peut se tromper. Alors l'approche de la génétique moléculaire, elle est toujours en révolution. C'est ça qui nous permet d'avoir de l'argent au laboratoire, donc je connais bien. On est passé dans les années 70, j'avais commencé à ce moment-là la recherche en génétique, sur les gènes candidats. On avait des gènes, le gène qui transporte la sérotonine. C'est là-dessus qu'agit le Prozac. Forcément, il a un rôle important. On sait aussi que ça joue sur la personnalité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, il suffit de regarder ces gènes-là, les variants génétiques qui vont nous dire pourquoi vous êtes plus déprimé, plus personnalité dépendante. Alors ça, c'est une petite revue, vous ne verrez rien, mais ce n'est pas très grave. C'est juste une revue qu'il a fait sur quels sont les gènes associés à la personnalité antisociale ou psychopathique, en fonction de la terminologie qu'on peut utiliser. Vous avez une dizaine de gènes qui ont été associés. Alors, quand vous regardez un peu dans les détails, c'est surtout les psychopathes, mais c'est plutôt les hommes, ou alors c'est quand ils ont commencé après 20 ans, ou alors quand vous éliminez les addictions comorbides. En gros, c'est beaucoup ce qu'on appelle des résultats post-hoc, donc en faisant les hypothèses qui, comme par hasard, vous arrangent un peu parce que vous allez pouvoir les publier. Donc, en gros, tout ça, c'est très fragile. Alors, ça n'empêche pas à quelques types assez brillants, je ne sais pas si vous connaissez Kenneth Keller, qui est un psychologue assez extraordinaire des États-Unis, qui est un qui conceptualise l'organisation des facteurs génétiques comme lecture de la maladie mentale. Il a présenté dans un article assez récent sur « Reconstruisons qu'est-ce qu'un cluster de personnalités en fonction de ce qu'ils ont de génétique en commun ».
Donc ça n'a rien à voir avec la similarité des symptômes, ni en tenant compte des facteurs environnementaux, mais juste sur qu'est-ce qui est commun à eux, c'est-à-dire l'héritabilité commune, en quoi leur bagage transmis en intergénérationnel peut y participer. Il propose 3 clusters, là c'est un des clusters sur les aspects antisociaux, et il va les relier toujours uniquement à partir des facteurs génétiques communs, avec des effets de personnalité normale, de personnalité pathologique et troubles de la personnalité, pour opérer bien sûr plus de liens avec la personnalité sociale, plus avec le côté agressivité au niveau des traits pathologiques, et avec le manque de contrôle au niveau de la population générale. Donc des choses qui ont un certain sens, mais qui ont un avantage considérable, c'est que ce n'est pas une lecture de clinicien génial, c'est de la base de mathématiques. Et donc en gros, elle nous permet de reconceptualiser ce qui peut en être dans cette représentation à partir de choses un peu plus précises. Je vais m'attacher là plus spécifiquement à la personnalité borderline, puisque, comme on l'a dit, donc maintenant, avec les troubles du comportement alimentaire, on a énormément de personnalités borderline, surtout essentiellement les boulimiques ou les anorexiques de forme boulimique. Et donc pour nous, c'est un point important. D'ailleurs, peut-être aussi pour teaser l'aspect, pas de recherche en France sur les troubles de personnalité, puisque ça, c'est une étude faite avec Ali Hamad, qui a été publiée dans le JAD, sur la génétique de la personnalité borderline. Monsieur. Alors, le trouble de la personnalité borderline, donc 0,5 à 6%, tout le monde sait ça, on les a beaucoup, et d'ailleurs, à l'hôpital, c'est en général plus compliqué à gérer, on est tous d'accord là-dessus. Là où c'est compliqué, c'est qu'en fait, c'est un spectre incroyable de pathologies, enfin, en tout cas, de traits, de souffrance, la variabilité émotionnelle, les distorsions cognitives et perceptives, le trouble du comportement avec une impulsivité majeure, et cette extraordinaire dépendance, mais aussi instabilité, surinvestissement personnel. La comorbidité psychiatrique font que le fait de désigner la personnalité borderline comme un trouble de la personnalité, moi, ça ne m'a jamais convenu. Mais après, je comprends que chacun a son idée. Pour moi, ça n'a rien à voir avec une personnalité borderline. Borderline, c'est simplement un PTSD dans l'enfance. Mais enfin, après, ça, c'est des manières de conceptualiser les choses. Mais en tout cas, quand on a une comorbidité autour de l'hyperactivité, de la dépression, du trouble bipolaire, de la boulimie, des addictions comorbides, enfin stop, quoi. Il y a un moment où on se dit peut-être que tout simplement, tout ça, c'est la même chose, au lieu de dire que c'est comorbide. Alors ces gestes auto-agressifs sont extraordinairement saillants, c'est ça qu'on recherche aux urgences, et effectivement, c'est un très bon point d'appel, même s'il n'est pas spécifique. La mortalité suicidaire est catastrophique, comme la plupart des pathologies sévères en psychiatrie, et donc c'est la préoccupation de tous les cliniciens. Mais on voit aussi que la personnalité borderline, que tout le monde voit comme étant les séquelles tardives du fait d'avoir été violé à l'âge de 8 ans, je caricature, mais finalement pas tant que ça, eh bien on se rend compte que c'est extraordinairement agrégé dans les familles. Alors qu'est-ce que c'est que cette agrégation familiale? Très jolie étude qui a été publiée dans Development Psychopathology, montrant que quand on regarde les enfants à 5 ans, pour deviner à 12 ans les dimensions de la personnalité borderline, sur 2000 sujets. Donc là, on commence à attraper des choses un peu fines et très développementales. C'est compliqué pour les troubles de la personnalité de se contenter de voir les dégâts causés après coup. Les voir se constituer, c'est quand même la meilleure manière de les comprendre. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que si vous avez un QI un peu plus faible, moins de fonctions exécutives, moins de théorie de l'esprit, vous augmentez votre risque de personnalité borderline 7 ans plus tard, entre 5 ans et 12 ans. Et après, ce qu'on repère à 5 ans, c'est plus d'impulsivité, plus de comportements externalisés, plus de souffrances thymiques, anxieuses et dépressives, qui toutes prédisent aussi le trouble borderline 7 ans plus tard. Donc on voit bien qu'on est dans un certain continuum de l'ensemble de ces aspects. Après, on a d'autres comorbidités. Quand on regarde maintenant la concordance chez les vrais jumeaux, ceux qui sont des clones, c'est le même génétique au départ, il y a 66% de concordance. Si c'est les faux, c'est simplement comme n'importe quel frère et sœur avec 50% de leur génome en commun, alors la concordance est 30%. En général, l'héritabilité, c'est le double de la différence des fréquences. Donc en gros, vous êtes autour de 60% d'héritabilité. C'est-à-dire que la personnalité borderline est très génétique. J'espère que ça vous fait souffrir d'entendre ça. Parce que c'est l'inverse qu'on voit tous les jours. Ce qu'on voit, c'est le rôle incroyable de l'environnement. Alors, comment réconcilier tout ça? C'est ça le challenge. Premier point peut-être illustrant la réponse à cette question compliquée. J'ai eu du bol dans ma vie. Moi, mes parents, ils m'aimaient bien, ils ne m'ont pas tapé dessus. Et en plus, aucun de mes parents n'avait une personnalité borderline. On est 3% à avoir quand même une personnalité borderline, vraiment pas de bol. Par contre, un de mes 2 parents avait une personnalité borderline, hop, je double le risque de borderline, de passer de 3% à 7%. Je n'ai pas d'antécédents familiaux, mais par contre, j'en ai bien bavé quand j'étais gamin, par agression qu'on voit le plus souvent, mais n'oubliez pas aussi par carence de soins ou d'affection. Hop, je passe à 8%. Donc à peu près pareil, je double le risque de prévalence. Mais, j'ai les deux, ce n'est pas 6%, 7%, c'est 42%. Et ça veut dire que le facteur de risque, le relative ratio, est de 13. Ce qui veut dire que la personnalité borderline, ce n'est sûrement pas un facteur purement environnemental développemental, ce n'est sûrement pas un facteur génétique,
c'est l'interaction entre les deux. Et tout d'un coup, là, on commence à comprendre le fait qu'on n'est pas tous égaux face aux situations environnementales. Et il y a des gens qui ont des résiliences incroyables de situations, mais qui auraient mis tout le monde par terre. Et bien voilà, ils ont eu la malchance d'avoir ces facteurs environnementaux, mais ils avaient le capital génétique qui a permis d'amortir l'ensemble de cette activité. Et ça, je pense que pour les parties borderline, pour l'avoir fait dans à peu près toutes les autres pathologies, rien n'est aussi frappant comme interaction gène-environnement. Alors toujours dans cette étude française sur les troubles de la personnalité, on a regardé plusieurs gènes candidats dans l'axe HPA1, qui est le côté de la régulation du stress. Vous savez, le stress remonte le cortisol pour une excellente raison. C'est qu'il va augmenter les signaux de danger, qui va vous permettre de mieux vous protéger. Donc le stress est une extraordinaire moyen de survie. Ce n'est pas pour rien qu'on est en haut de l'espèce vivante sur la planète au niveau de la domination, parce que nous sommes particulièrement capables de repérer les dangers. Donc c'est un extraordinaire avantage. Mais on sait aussi que dans l'anxiété et la dépression, ces signaux-là sont exacerbés, ont plus de mal à s'arrêter, et on s'épuise, on rumine, on se déprime, et c'est dans ce registre-là que ça peut se passer. On a regardé donc quelques gènes candidats qui pouvaient être impliqués dans la régulation des actes du stress, et j'ai mis en rouge le FKBP5, puisque c'est un des premiers qui a été montrant comme capable de deviner les réponses thérapeutiques aux antidépresseurs en pharmacogénétique il y a déjà une dizaine d'années, donc particulièrement intéressant. On l'a regardé donc chez une centaine de troubles borderline à Paris versus une centaine de sujets contrôle. On avait regardé là-dedans 5 SNP, les Single Nucleotide Polymorphism, les variants génétiques. Tous ces 3 milliards d'acides nucléotidiques qui sont en général tous similaires, tous les 1000, eh bien, il y en a un qui n'est pas pareil que celui de votre voisin. Le plus souvent, ça, on n'en a rien à foutre, ça n'a aucune importance, ça ne change rien du tout. Puis il y en a un des fois qui est tellement important qu'en fait, il change l'acide nucléotidique correspondant, l'acide aminé correspondant, qui va changer la structure de la protéine, qui va changer sa fonction. Et ça devient alors un variant parlant, un polymorphisme qui a un impact sur le risque de morbidité. Donc dans les variants qu'on a, ils sont tous différents, ce qui est normal, ils sont en déséquilibre de liaison, c'est-à-dire qu'ils sont plus co-transmis que ne voudrait le hasard. Donc, il n'y a pas de doute, au moins pour ce gène candidat, la forme de votre gène va augmenter votre risque dans le groupe des borderline par rapport au groupe des sujets contrôle. Donc il y a bien des facteurs génétiques dans la personnalité borderline. Oui, mais la notion d'aller regarder là où il y a la lumière, pendant les années 90, tout le monde a dit que c'était une erreur énorme. Vous regardez un gène, il y en a 22 000, il faut peut-être regarder les 21 999 autres. Donc ça, c'est les études pangénomiques. Vous n'allez pas regarder quelques variants dans un gène, vous allez regarder une bonne partie des variants de manière un peu régulièrement espacée sur le génome. Maintenant, on est à 4 millions par puce qui permet de tester ces variants génétiques sur l'ensemble du génome, et donc on va tout attraper. C'est un peu la pêche à la ligne, sauf que vous avez mis énormément d'hameçons, donc vous avez des chances d'arriver à choper les trucs. Ça, c'est le premier GWAS, Genome Wide Association Study, analyse d'association pangénomique, dans la personnalité borderline. Alors auparavant, avant les années 2000, on s'intéressait à ça. Les stars, qui sont au top, en haut de Manhattan debout, on est à 10-7, une chance sur 10 millions de se tromper, que ce variant-là, il n'est pas vraiment plus chez les borderline que chez les sujets contrôle. Yes, je l'ai trouvé, je peux le publier et bien le publier. La vraisemblance, c'est une chance sur 10 millions de se tromper, donc elle est extraordinairement forte, vous êtes d'accord avec moi. Sauf qu'en général, on oublie de regarder une petite chose, c'est la taille de l'effet. Combien de variances ce variant explique de la pathologie? Pour celui-là, parce que je l'ai calculé, c'est 0,1%. Est-ce que vous voyez cliniquement ce que ça va vous apporter? 0,1% de la variance? Rien. Donc, on confond la puissance du test avec l'intérêt, l'utilisation possible de ces marqueurs. Ça, c'est pour le GWAS. Mais depuis, on a eu cette révolution des années 2000, où ce qu'on considérait auparavant comme étant éviter cette espèce de bruit de fond insupportable avec tous ces petits points totalement ridicules parce qu'ils sont en dessous du seuil de bénédiction à 10-6, 10-8 en fonction des études, ce bruit de fond, on s'est dit peut-être qu'ils sont tous nuls. Ils n'ont pas une chance sur 10 millions de se tromper, mais une chance sur 10. On a énormément de risques de se tromper en l'attrapant. Oui, mais ils sont petits, mais ils sont nombreux. Et si vous les additionnez, peut-être que le risque de se tromper est plus important, mais peut-être aussi qu'on attrape beaucoup plus de variances que ces champions du monde qui n'ont pas beaucoup de rôle. Et ça, c'est le score polygénique qui va nous permettre d'attraper l'ensemble de cette information. Alors, deuxième petit volet, avalez bien votre salive, pensez à votre mère, détendez-vous, essayez de tenir, parce que ça va prendre 1, 2, 3 diapositives, mais juste de reprendre qu'est-ce que c'est que le score polygénique.
Honnêtement, c'est une révolution en psychiatrie, donc on ne peut pas, et en psychologie, pardon. Et donc on ne peut pas passer à côté du score polygénique et vous sortirez d'ici, vous allez vous précipiter sur les articles sur le polygenic risk score, score polygénique. Alors, vous vous souvenez, on connaît ça par cœur, les chromosomes, les gènes et les 22 000 gènes qui chacun ont des variantes des acides nucléotidiques qui ne sont pas forcément tous similaires. Tous les 1000 paires de bases, il y en a un qui est différent de votre voisin. Ok, d'accord, ça marche. Alors, comme d'habitude, j'ai bien pris ma leçon. Il faut que je regarde plein de patients. Je prends des sujets contrôle qui ont à peu près tout pareil, sauf la maladie. Et je vais regarder est-ce qu'ils n'ont pas des variants un peu différents des copains pour expliquer le fait qu'ils sont malades. Ça, c'est quand vous avez 200 sujets en gros. Vous en avez 50 de guanine et 165 de cytosine. Et pour les contrôles, c'est un peu différent. On a l'impression que ce n'est pas la même distribution. On fait les stats et on trouve un P à 0,04. Yes, j'ai une association significative. Je suis sûr que ça va être bon. Alors 0,04, c'est très bien quand vous faites une hypothèse sur un gène. Mon problème, c'est quand je vais faire du GWAS, je vais en faire 4 millions. Et vous connaissez l'histoire des erreurs par excès de réponses positives. Si je fais 4 millions de tests et que je mets mon seuil à 5%, je vais déjà avoir 300 000 résultats faux positifs parce que simplement, si vous répétez le hasard plusieurs fois, vous finissez par avoir ce que vous voulez. Et donc là, il va être écrasé, il va être nul. Sauf que, comme j'ai eu des bonnes sources de financement, je n'ai pas eu 48 165 et 85 185, je les ai eu x10. Et là, comme par hasard, et ça c'est les vrais stats, mon P, il n'est plus à 0,04, il est à 10-8. Parce que j'ai extraordinairement augmenté les puissances. Et pourtant, je n'ai rien changé à la distribution entre les patients, parce que c'est juste 10 fois plus. Donc ça, c'est une clé essentielle qui a expliqué, pour ceux qui ont suivi la génétique de la schizophrénie, combien les premiers JWAS ont tous été négatifs et totalement déprimants. La dopamine n'avait rien à voir avec la schizophrénie, ce qui est quand même un tout petit peu gênant. Et quand on a dépassé le seuil des 100 000 sujets schizophrènes et 100 000 sujets contrôle, tout est sorti à ce moment-là. Donc le test de puissance, ce n'est pas histoire d'avoir plus de patients et autres, c'est vraiment parce que ces tests-là sont très gourmands en sujets. Et donc avoir les effectifs correspondants aux hypothèses permet alors d'avoir des vraies conclusions significatives. Ok, donc je fais ça pour un SNP dans un des exons de un gène sur l'ensemble de mon génome. Et puis, je ne vais pas me contenter de ça. L'intérêt fabuleux des GWAS, c'est qu'il va regarder sur tout le génome. Il le fait. Chaque petit point, c'est la différence, la statistique correspondant, la distribution chez les malades versus les contrôles. Mon score polygénique, il est là. C'est une formule qui est niveau grande section de maternelle. Je prends la taille de l'effet de chacun des points et je le divise par le nombre de points. Donc si la taille d'effet est nulle, divisé par 0, ça reste 0. Et par contre, chacune de cette informativité, elle va être additive. Et pour ne pas arriver au-dessus de 1, forcément, je vais la diviser par les effectifs. C'est aussi simple que ça. C'est une extraordinaire bêtise. Lorsque vous avez votre score, l'énorme différence, c'est que l'informativité donnée par chacun de vos acides nucléoniques dans chacun de vos variants de votre génome, eh bien, vous allez pouvoir le comparer. Puisque ça, là, le fait qu'il ait plein d'informativité à gauche avec le premier pic, eh bien, on va les voir, est-ce que les autres, c'est pareil? Ou est-ce que la distribution est différente? Ça veut dire que ce n'est plus les mêmes variants qui sont en jeu dans la même maladie. Et donc, vous le faites et vous pouvez comparer les pathologies. Vous regardez le score polygénique de l'anorexie, le score polygénique de l'OCD, et vous voyez qu'elles sont très communes. J'espère que vous appréciez, parce que j'ai passé 2 heures à faire ce truc. Quand j'ai dit ça à ma fille, elle s'est foutue de moi en disant « Mais papa, je te fais ça en 30 secondes. » Je dis « C'est super compliqué. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le score polygénique. C'est donc la somme de l'informativité de l'ensemble des variants sur l'ensemble du génome. Qu'est-ce que ça donne au total? 20%. Est-ce que vous arrivez à ne pas perdre conscience en voyant ça? C'est la première fois que pour la maladie mentale, on a un biomarqueur qui explique 20% de la maladie mentale. Qu'est-ce qu'on avait auparavant? Rien. L'IRM, etc. Super, l'IRM. Zéro. Qui va faire un diagnostic avec une IRM? Avec les scores polygéniques, c'est 20%. C'est ridicule, hein? Nous, ce qui nous faudrait, c'est 90%. Là, on commence à avoir des outils très précis. Mais on n'a jamais eu 20% d'explication d'un trouble à partir d'une mesure biologique. Et ça, c'est un prisme, c'est un angle de compréhension qu'on va utiliser et mésutiliser à fond. Par exemple, allons regarder le score polygénique de l'aspect dimensionnel de la personnalité borderline, avec le Big Five qui a été évoqué dans l'introduction, qui effectivement est une espèce de gold standard. Moi, personnellement, je préfère le TCI que le Big Five, mais chacun son truc. Avec donc les dimensions qui sont constitutives de la personnalité normale. Par exemple, le neuroticism, l'espèce de névrosisme ou névroticisme, il y a plein de traductions différentes, donc d'hypersensibilité émotionnelle et autres, est corrélé à 0,34 avec la personnalité borderline. Ben oui, l'instabilité émotionnelle, ça en fait partie. Alors attention, quand on dit 0,34, ça n'a rien à voir avec la corrélation de la dimension.
c'est la corrélation du fond génétique correspondant à la dimension neuroticisme et à la personnalité borderline. C'est le lien via les facteurs génétiques. C'est-à-dire que quand vous attrapez le fond génétique de la personnalité borderline, vous attrapez 34% de ce qui explique aussi le fond génétique de la dimension de neuroticism. Autre aspect, on l'a vu là pour les aspects dimensionnels, personnalité, trouble de la personnalité. Voyons voir maintenant avec les pathologies. Je disais, moi je ne suis pas un grand fan de la notion de personnalité borderline. Regardons par rapport à la comorbidité psychiatrique. On le sait combien elle est considérable avec les troubles bipolaires, la schizophrénie ou la dépression. Par exemple, pour la dépression, qui est celui du bas, la corrélation du fond génétique est 0,57. Donc elle est extrêmement forte. Alors comme c'est des effectifs relativement faibles, la significativité n'est pas très forte, mais la corrélation est très forte. Ça veut dire qu'en attrapant la génétique de la personnalité borderline, vous attrapez une bonne partie du fond génétique qui explique la dépression. Et ce qui est assez amusant, et c'est ça qui est toujours comme ça qu'il faut le lire, c'est de regarder cette corrélation-là chez les borderline et de le regarder chez les sujets contrôle. Parce que l'intérêt, c'est qu'avec le big data, vous savez maintenant, vous êtes obligé de le mettre disponible sur tous sur Internet. Et donc, quand on a fini son GWAS avec les borderline, on n'a plus besoin d'aller appeler les collègues en disant « tu veux bien être sympa et me prêter tes données ». Elles sont toutes sur Internet. Et on a maintenant des milliers, des centaines de milliers de GWAS pour tous les traits possibles et inimaginables. Et c'est l'extraordinaire chance de l'open science, c'est que du coup, ça permet d'avoir des études qu'on n'aurait jamais pu voir auparavant. Et donc, en fait, chez les sujets contrôle, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes recruté comme un sujet sain, vous allez avoir moins de facteurs génétiques pour la personnalité borderline, le trouble bipolaire, la schizophrénie, MDD. C'est normal, vous ne les avez pas. Et vous avez été sélectionné pour ça. Quand même, ça veut dire que ça ressort aussi au niveau génétique. Alors, petite digression sur les comportements antisociaux, parce que c'est probablement la deuxième pathologie qui a été la plus étudiée pour cela. Et c'est d'ailleurs historiquement la première, bien avant la personnalité borderline, pour des raisons... parce que ces études sont essentiellement faites aux États-Unis. Aux États-Unis, comme c'est les champions du monde de la violence, et notamment par arme à feu, ils ont intérêt à bien regarder ce qui s'y passe. Donc on a regardé, dans cette Open Science, le fait de mettre en commun beaucoup de GWAS ensemble. Je vous ai juste mis là, par pur sadisme, les effectifs de ces études, qui sont absolument monstrueux et qui permettent du coup d'attraper des choses extrêmement fines. Regardez la corrélation génétique entre comportements antisociaux, attention, ce n'est pas la personnalité, c'est les comportements, et l'hyperactivité. 0,99. Alors, en général, en statistique, quand vous avez 0,99, c'est que c'est une erreur méthodologique, parce que ça veut dire qu'on se mesure soi-même. Il se trouve que comportements antisociaux, c'est les mêmes items qu'on utilise dans l'hyperactivité avec les comportements externalisés, donc forcément, ça attrape de manière un peu artificielle trop d'overlap. Il n'empêche que ça veut dire que rien n'a pu réduire cet aspect peut-être artificiel au départ. Donc, il y a une extraordinaire similarité, pas des troubles ou des traits, de la génétique qui est à la base des traits de l'hyperactivité comme de la personnalité psychopathique. Et comme on le sait, si vous cherchez un tout petit peu sur une personnalité psychopathique, vous trouvez très souvent une hyperactivité dans l'enfance. Les corrélations sont un peu plus faibles pour les autres, mais le PTSD, par exemple, bien entendu, est extraordinairement élevé. C'est d'ailleurs intéressant, parce que les comportements antisociaux, vous vous exposez à beaucoup de violence, c'est celle que vous avez créée. Ce n'est pas tout à fait un hasard. Ok, alors là, ça commence à devenir un peu compliqué, parce qu'on dit c'est très fortement héritable, et en même temps, c'est très clairement développemental et environnemental. Alors, ce qui est rigolo dans cette étude, c'est que finalement, on regarde les similarités chez les jumeaux. À 3 ans, c'est vraiment des clones. Puis on les voit à 50 ans, ils ne sont plus trop pareils. Mais la génétique, elle n'a pas bougé, ça je vous garantis. Ce n'est pas tellement d'ailleurs qu'ils ne bougent pas tellement, c'est qu'on a des systèmes de réparation pour revenir au matériel de base qui est extrêmement sophistiqué. Et c'est vrai, quels que soient les aspects du génome, mais aussi des variations de l'environnement. Alors on va revenir là-dessus parce qu'il faut chercher à le comprendre. Alors il y a là-dedans des aspects importants à percevoir qui sont les aspects adaptatifs. J'aime bien citer cet exemple de l'obésité, la surcharge pondérale à Tahiti. On les a vus récemment avec les Jeux Olympiques. Ce n'est pas tellement nos surfeurs qu'on a vus à la télé. L'environnement moyen, c'est une des populations qui est extrêmement touchée par l'obésité. Et donc, on dit, effectivement, ils boivent du coca, ils mangent des cerfs toute la journée, des choses extrêmement grasses et peu sucrées. Et donc, il y a une proportion de diabète non-national monstrueuse dans les îles polynésiennes. Mais ce n'est pas juste par le fait qu'ils boivent du coca. Ils boivent du coca parce qu'ils sont aussi attirés par ça. Ils sont attirés par ça parce qu'ils ont des facteurs de risque génétiques de l'obésité. Pourquoi ? Eh bien, il y a eu des études qui ont montré que les tout premiers ont été sursélectionnés pour leur capacité à stocker, afin d'être capable de ramer pendant 4-5 jours pour aller jusqu'à l'île. Et donc il y a eu une espèce de biais de sélection fabuleux, c'est grâce à ça qu'ils ont découvert les îles, mais qui, lorsqu'on est dans une pléthore de calories, finit par devenir un inconvénient. Et moi je vois de la même manière, alors ça va être un tout petit peu plus conflictuel, la dépression comme étant une excellente manière de se défendre face, pendant les hivers
catastrophiques de quelques millénaires avant Jésus-Christ, où les hivers glaciaux amenaient à une sursélection des sujets qui étaient capables de rester dans la grotte pendant 4 mois en baissant leur métabolisme, en réduisant leur temps de sommeil, qui est exactement les symptômes cardinaux de la dépression. Donc tout ça pour dire que la génétique sursélectionne dans un environnement favorable, qui dans un autre environnement peut devenir des gènes de vulnérabilité, ce qui permet déjà de résoudre le problème qu'en général on a une bonne régulation. Hein. Les gènes pourris, on s'en débarrasse. C'est la sélection naturelle connue comme la nuit. Mais sauf que l'environnement, maintenant, il n'y en a plus de sélection. Et heureusement, c'est le bénéfice qu'on a aussi de vivre dans un environnement que nous avons façonné. Et donc, on a une réorganisation de la conceptualisation de l'environnement zéro. Et donc, je vais aborder maintenant la notion des micro-ARN. 3e épisode, un tout petit peu douloureux. C'est de pire en pire, hein, donc il faut se dire, putain, comment ça va finir. Alors, les micro-ARN, c'est très différent. Donc, vous vous souvenez, hein, l'ADN va faire des ARN. Hein. C'est pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ADN est obligé de rester dans le noyau de la cellule parce qu'on le protège. En fait, il est accolé à la membrane interne des neurones, des noyaux, pour une bonne raison, c'est qu'il se planque des UV. Hein. C'est la chose qui fait muter l'ADN et on ne peut pas se permettre, parce que c'est notre capital en banque qui permet de faire toute la fabrique des cellules dans notre corps. Et donc, en se cachant, il arrive comme ça à mieux se protéger. Mais du coup, il ne sort pas du noyau. Et donc, il va déléguer des missions en faisant des photocopies de l'ADN en ARN, qui lui est capable de sortir, aller dans le réticulum endoplasmique granulaire, s'accrocher au ribosome, vous vous souvenez ça, grande unité, petite unité, et faire des petits ARN qui, eux, vont s'accoler, vont faire des protéines qui vont pouvoir être libérées et faire leur job de protéines. Mais il y a une exception qu'on a découvert il y a assez peu de temps, qui s'appelle des micro-ARN. Ils sont beaucoup trop petits pour faire une protéine. Alors, à quoi ça sert ce machin-là ? En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que comme ils sont très petits, on n'est pas capable de les faire sortir pour pouvoir aller fabriquer des protéines, ils restent dans le coin. Sauf que quand vous avez une séquence d'ARN assez courte, eh bien, dès qu'elle va trouver un brin complémentaire qui va aller avec, elle va s'y fixer. Hein, la cytosine avec la guanine et l'adenine avec la thymine. Donc tout ça, c'est très bien fait pour pouvoir être complémentaire. Mais une fois qu'il s'est accolé, votre ARN qui allait tranquillement aller se faire transcrire, il est bloqué. Parce qu'en fait, le micro-ARN l'a empêché d'aller continuer son processus jusqu'à la traduction protéique. Et ça, on pense que ce sont des flics, des régulateurs de la transcription. La machine génétique, elle est extrêmement simple, hein, les gènes, protéines, et ça fonctionne. Mais bien entendu, pour avoir un tel niveau de complexité de la vie et de la diversité de la vie entre chacun d'entre nous, eh bien, on comprend bien que si la mécanique de base est simple, il faut extraordinairement de régulateurs à peu près à tous les niveaux. Et l'un d'entre eux, essentiel, sont les micro-ARN qui sont en train d'ouvrir plein de perspectives pour une bonne raison. Comme il me faut juste une séquence complémentaire de ce micro-ARN pour savoir quelle protéine je vais bloquer, un même micro-ARN peut avoir une activité sur 30, 40, 50 protéines différentes. Et là, tout d'un coup, on revient au pléiotropisme et à la compréhension qu'on peut avoir une mutation qui va expliquer plein de manifestations différentes dans l'ensemble du corps. Alors, je voudrais revenir aussi là, et après, je ne dirai rien d'autre sur les aspects purement techniques, mais qui me paraît indispensable, parce qu'on entend beaucoup d'horreur sur la côté épigénétique qui est génétiquement transcrit. Et du coup, vous recevez de génération en génération votre épigénome, ce qui est totalement antinomique, puisque l'épigénétique, c'est sur les effets génétiques. Et pourquoi il n'y a pas de transmission génétique de l'épigénétique, en dehors de leur appellation ? Parce qu'en fait, quand on a une maturation cellule, chacune des cellules va se différencier, hein, et quand on va faire de la kératine parce qu'on est à la base d'un cheveu, tous les autres gènes vont être éteints par régulation épigénétique. Mais après, vous avez des cellules germinales qui vont faire des ovocytes ou des spermatozoïdes qui vont permettre de créer un nouvel être. Ce nouvel être, la rencontre des deux gamètes, eh bien, elle doit être non épigénétiquement régulée. Pourquoi ? Elle est totipotente, puisque cette même cellule va faire un neurone et de la kératine plus tard. Et vous allez retrouver la régulation après coup qui va permettre d'avoir une différenciation cellulaire. Ces gamètes, au tout départ, l'œuf monocellulaire n'a aucune régulation épigénétique, sinon ce n'est pas possible d'arriver. Alors pourquoi néanmoins on trouve des patterns de régulation épigénétique chez maman, chez fiston et chez le petit-fils ? En fait, tout ce qui se passe, on va reverra un peu plus tard pourquoi, mais un des facteurs essentiels, c'est de dire que ces régulations épigénétiques, elles dépendent d'un environnement qui, lui, peut être retransmis. Hein. Les modalités relationnelles sont pas mal reproduites en transgénérationnel. Et on peut retrouver alors des patterns extrêmement similaires de génération à l'autre, et ça n'aura rien à voir avec la transmission génétique. Ce distinguo est important parce que sinon, après, on finit par plus rien comprendre en rien.
Alors, voilà, un petit côté, première leçon perso. Le grand nettoyage de printemps avec le passage aux gamètes. Hein. Donc, on nettoie tout. Hein. Gardez ça en tête parce que sinon, après, c'est vrai, ça finit par être compliqué. Et du coup, on pourrait dire qu'on passe notre vie à naviguer entre une programmation extrêmement bien établie, génétique, mais aussi épigénétique, hein, parce que ces effets peuvent perdurer pendant très longtemps, et le hasard, puisque d'abord, on a un brassage intergénérationnel, nous ne faisons pas des clones, que l'environnement spécifique individuel n'est jamais le même, et les mutations génétiques existent en passant d'une génération à l'autre. Et donc, OK, c'est un peu stressant, mais c'est ça, et c'est important de bien le différencier. Qu'est-ce qu'on a comme exemple de compréhension épigénétique? Eh bien voilà, ça c'en est un, peut-être ceux qui ont déjà un peu bossé dans les labos sur les manips, connaissent le gène agouti, qui a une particularité dans une lignée de souris qui sont tous des clones 100% génétiquement identiques. Il y en a qui sont marron foncé, marron clair, marron... Comment c'est possible? Ils sont le même environnement en gros, ils sont élevés tous dans les cages, ils ont exactement le même génome, et pourtant, il y a bien des facteurs d'environnement qui vont modifier leur taux de modulation au niveau du gène agouti. Chez l'abeille, c'est comme ça qu'on crée la reine mère. Elle a le même capital génétique que les autres, mais le fait d'avoir un peu de piston et d'avoir eu de la gelée royale quand elle était petite va permettre en fait de transformer ses compétences beaucoup plus au niveau de faire des petits que d'aller travailler ou rechercher le miel. Et chez l'homme, on a le travail de Gustavo Turecki, qui est un des psychiatres les plus prodigieux que je connaisse, qui a premier commencé à regarder les effets de méthylation sur les neurones de cerveau de sujets décédés avec ou sans suicide, pour montrer que un des gènes essentiels dans la régulation de l'axe HPA, le GR1, avait un niveau de méthylation beaucoup plus élevé quand les sujets étaient morts par suicide. Et tout d'un coup, là, on a un marqueur épigénétique en lien avec un comportement suicidaire. Je vais passer ça juste pour dire maintenant sur les IGWAS. On est capable de faire du GWAS comme on peut regarder maintenant les modifications de méthylation sur l'ensemble du génome. Ça a été dans le cadre de rechercher sur la maltraitance infantile dans le trouble personnalité borderline. Et comme par exemple, on a un interleukine qui est essentiel dans les processus inflammatoires. Vous savez combien maintenant, on est tous très excités avec le fait que la pathologie mentale soit une inflammation cérébrale. Et le deuxième facteur le plus important, probabilité qu'il soit vrai, ce test 3 fois 10 puissance moins 39. Alors quand on est à 1 milliard de se dire qu'on se trompe, a priori ça a l'air de jouer un rôle. Et comme par hasard, c'est un MIR. Donc les micros-ARN qui vont réguler plusieurs. Qu'est-ce qui fait ce MIR 124.3 ? Il est largement exprimé dans les neurones. Ah tiens, considéré comme un régulateur essentiel de la plasticité neuronale et de la neurogénèse. C'est le plus abondant, il est directement en interaction avec CREP, qui est un des mécanismes enzymatiques de régulation essentiels dans la division cellulaire et la neuroplasticité. Et il va réguler quelques acteurs, notamment des facteurs neuroplastiques extrêmement connus, et on l'a trouvé comme plus méthylé dans la personnalité borderline et dans le stress précoce. Donc ça tient vraiment bien la route. Donc vous voyez, on n'est pas que dans les effets de dire un jour on va trouver que. Il y a déjà des résultats extrêmement importants qui semblent plus impliquer les micros-ARN que des facteurs de régulation. Un exemple peut-être un peu différent sur toujours la personnalité borderline. On sait qu'il y a plus de méthylation dans la personnalité borderline en général et que le variant génétique du COMT, la camptométhyltransférase, qui participe à la libération et la dégradation de la dopamine et de l'adrénaline, eh bien, un de ces variants, qui est Valmet, dans la partie 108, qui va modifier la cinétique de cette enzyme et qui n'aura pas le même effet. Or, ce variant génétique, il va influer la méthylation du gène. Alors là, normalement, vous ne devriez plus rien comprendre. OK, c'est très génétique, il y a plein de facteurs épigénétiques. Et puis c'est l'association des deux qui va faire qu'on n'a pas de bol. Ah, mais ce n'est pas du tout ce qu'on dit là. Ce qu'on dit là, c'est votre gène là, de vulnérabilité à la personnalité borderline. C'est celui qui va modifier votre propension à être modifié par la facteur environnemental. Donc ça, c'est un côté poupée russe, voire cercle vicieux et vertigineux. Donc normalement, vous devriez être paumé. Si c'est le cas, c'est que j'ai bien réussi mon travail. Ça, c'est pour le poids des facteurs de l'obésité. Et on va avoir du coup la réponse sur l'explication de la diapo précédente. Quand vous regardez le rôle de la facteur génétique, entre la naissance et 18 ans, ce n'est pas du tout le même. L'héritabilité, le poids des facteurs génétiques dans l'explication du phénotype, eh bien, il est de plus en plus important dans l'environnement. Et le facteur environnemental est de moins en moins important. Pourquoi ? Parce que notre emprise sur notre environnement, c'est nous-mêmes qui le créons. Au départ, on fait comme papa et maman disent. D'abord, à moins de 3 ans, c'est souvent qu'on n'a pas trop le choix. Et finalement, votre facteur génétique va se révéler avec le temps parce que vous avez de plus en plus accès à votre environnement. Vous modulez l'environnement selon votre propre choix. Et c'est d'autant plus important que cet environnement-là est celui qui va permettre d'exprimer votre facteur génétique. Et donc, il y a probablement un effet censure là, juste par l'accès à l'environnement. Alors, je vais vous donner un exemple très précis qui va rendre les choses un peu plus simples. Ça, c'est sur l'IMC.
l'indice de masse corporelle. C'est des études qu'on utilise beaucoup parce que ces études américaines sur des centaines de millions de sujets, et comme l'obésité est un problème aux États-Unis absolument monstrueux, ils ont énormément d'argent, donc ils ont un peu d'avance sur toutes les vraies maladies que nous avons, nous, en psychiatrie. Donc voilà, énorme cohorte qui compare. Ils ont à chaque fois le cerveau, le gras, le tissu, le pancréas. Donc ils ont vraiment de quoi bien faire. Ils trouvent donc les associations entre les méthylations sur un site qui montre, comme vous voyez là, les 3 petits traits rouges, qu'il y a 3 îlots CPG qui sont beaucoup plus souvent méthylés chez les patients contrôle, chez les patients malades, donc avec obésité, que chez les sujets contrôle. Et d'autant plus que c'est montré aussi directement sur les adipocytes. Parce que l'IF3 participe à l'organisation de stockage de la matière grasse. Et oui, mais ça, c'est sur les aspects métabolomes. Mais ils ont aussi montré qu'il y a 2 SNP, donc des variants génétiques, pas épigénétiques, qui sont franchement associés au risque d'obésité et qui sont dans le même gène. Et vous les avez là en bleu, en bas de cette diapositive. Et alors là où c'est magnifique, c'est ces 2 SNP, en fait, comme ils sont extrêmement proches des variants épigénétiques. Ils sont co-transmis, on appelle ça de manière, le jargon c'est déséquilibre de liaison, au niveau de méthylation de ce site. C'est-à-dire que mon facteur génétique de prédisposition n'est qu'un pattern qui va favoriser l'impact de l'environnement sur mon gène qui va exprimer le trouble. Et donc le fait de dire l'interaction gène-environnement, c'est d'un côté les facteurs génétiques, de l'autre les facteurs épigénétiques, c'est faux. Les 2 sont tellement intriqués que l'un va avec l'autre. Le pattern génétique vous permet d'avoir des effets de l'environnement qui vont façonner ce que nous sommes. Et ça, je trouve que c'est passionnant parce que ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Je vais terminer parce que mon temps... Non, c'est bon. Sur les aspects un peu plus optimistes, qu'en général, avec la génétique, on parle toujours de mauvaises nouvelles, les gènes de vulnérabilité, les facteurs environnementaux de vulnérabilité. Mais attention, il y a aussi des facteurs de protection, des facteurs de résilience. Ça, c'est une des représentations sur quels sont les gènes qui peuvent participer. Et quand on regarde sur les aspects génétiques, on va regarder aussi ceux qui étaient malades et qui ne le sont plus en effet de cohorte. Et ce qu'on repère, c'est qu'il y a certains gènes qui participent à une meilleure capacité à faire face, meilleure régulation émotionnelle, plus d'auto-efficacité, plus de capacité à sauter support social. Tous ces aspects-là ont aussi un patrimoine génétique qui va permettre aussi d'avoir une espèce de résilience plus importante. Ça, j'adore cet exemple, toujours aussi sur les aspects IMC. Bon, ça, vous désolé, c'est un peu l'aspect en un biais à la CMME pour le poids, le gras, et les gros et les maigres. On a regardé donc une grosse série avec obésité ou sans obésité, et par rapport à des sujets maigres. 47 protéines très différentes de l'un à l'autre. Mais après, on leur fait faire 3 mois d'exercice. Bon, il faut les fouetter, ou alors les récompenser très fortement. Mais lorsque vous avez fait ça pendant 3 mois avec sujet sur obésité, 38 de ces protéines vont être modifiées par régulation épigénétique et ramener à des concentrations proches des sujets qui n'ont pas d'obésité. Donc vous voyez, on a cette notion toujours du déterminisme génétique, mais maintenant qu'on comprend que la génétique n'est que le fond sur lequel le facteur de l'environnement va avoir un impact variable d'un individu à l'autre, on comprend que l'environnement, on peut nous-mêmes le façonner. Et donc il n'y a plus de notion de déterminisme. Il y a une vraie vulnérabilité, je suis plus à même qu'un autre à développer ce risque en cas de rencontre avec le facteur environnemental, mais je peux aussi exactement inverser la vapeur et amener à vraiment modifier les choses. Parce que si vous bloquez l'organisation de ce HDAC, qui est un facteur de régulateur épigénétique, vous empêchez les bénéfices de l'exercice physique dans l'obésité. Un autre exemple qui nous est peut-être plus proche avec le BDNF, le facteur neurotrophique, le Brain Derived Neurotrophic Factor, qui est impliqué dans la dépression, l'appétit, l'anorexie. Eh bien, on sait que les oméga-3 est un bon facteur protecteur de la dépression, par exemple, en population générale. Eh bien, en fait, cet effet protecteur, il passe par les niveaux de méthylation qui sont clairement impliqués par un mécanisme qui implique la DNL motiférase. Donc, je vais essayer de conclure en disant juste une des questions intéressantes dans la transmission avec la génétique. On l'oublie, c'est que tout ça vient quand même un peu d'en haut. Et finalement, quand on dit dans la Bible que Dieu a créé l'homme à son image, on aimerait bien savoir qu'est-ce que ça veut dire que cette transmission. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est environnemental? Et en fait, dans le Michel-Ange, quand il a peint la cathédrale de la Chapelle Sixtine, vous pouvez zoomer un peu sur cette transmission. Là, on sent qu'il y a l'électricité qui passe ici. Et ce que vous voyez, c'était un micro-ARN. Voilà, donc je vais conclure en disant que le score polygénique présente une première possibilité biologique d'analyser la frontière entre les troubles, et c'est ça qui est passionnant.
Le IGWAS, l'équivalent pour les aspects génétiques, enrichit notre compréhension du poids des facteurs génétiques et leur interaction qui est complexe, mais jamais indépendamment, alors qu'on toujours les voit, on a l'impression de les voir de manière additive. Ce n'est pas une finalité, bien sûr, d'ailleurs ça sert à peu près à rien aujourd'hui, mais par contre c'est une ouverture fabuleuse de lecture. Un angle d'analyse dans les troubles de la personnalité si complexes, développementaux, multifactoriaux. Ça va se développer à un point assez vertigineux. 4 millions de variants, maintenant ça vaut à peu près 400 € au labo. Vous le faites une fois dans votre vie. On l'aura tous un jour à la naissance. La question ne se pose même pas, ça se fait déjà dans certains coins. Et donc, ce qui est important, c'est ce qu'on en fera. Et ça, pour ça, la première des choses à faire, c'est la connaissance, la compréhension. Une manière de mettre en doute nos certitudes, c'est ce que fait la génétique tous les jours. Et encore énormément d'inconnus, restons modestes. Merci beaucoup pour votre attention.